Quoi? Mais pourquoi nous? Demanda Morgan en regardant Tella Isara avec de grands yeux ronds. Parce que les équipes de maintenance sont toutes sur la réparation du module d'habitation, que les équipes de sécurité surveillent les environs, que vous avez l'air doué pour gérer les situations de crise et que vous cumulez, à vous trois, les compétences nécessaires pour démêler cette histoire. La chef du conseil de perdition avait répondu sur un ton calme et posé, sans lâcher les trois amis du regard. Si nous avons besoin de matériel, commença Ozinsef de son habituelle voix lasse. Allez voir Gother au doc, il vous fournira ce qu'il pourra, répondit Ella froidement. En quelques minutes, la réunion était pliée. Le conseil avait d'autres personnes à voir, d'autres dossiers à gérer, et il n'avait pas de temps à perdre en tergiversations. Carlac et Morgan se mirent en route pour les docks de la station, suivis par un Ozinsef boitillant et grimaçant, le corps mis au supplice par ses multiples contusions. La station était en effervescence. Les visages étaient inquiets, nerveux, et l'ambiance était morose. Les nouvelles s'étaient répandues avant la fin de la nuit, et tout le monde était au courant des événements survenus dans le module le plus à l'est. Les docks étaient une fourmilière, encore plus que d'habitude. Des techniciens démontaient des machines dont on pouvait se passer pour récupérer des pièces détachées. Des manœuvres trimballaient tout ça entre les différents services, et un véritable balai de plongeurs en combinaison légère entrait et sortait de l'eau pour aller réparer les dégâts faits à la station. Il ne restait plus qu'à demander 3 armures à Gother pour sortir et essayer de comprendre ce qu'il s'était passé pendant la nuit. « Quoi? Parce qu'en plus il vous faut mes armures ?» s'exclama le grand blond à la mâchoire carrée, ses yeux lançant des éclairs de colère. « Oui, il nous faut des armures, » répondit Carlac qui travaillait sous moi au doc et avait l'habitude de le voir dans cet état. « C'est le conseil qui nous envoie dehors pour enquêter. »« Je sais, j'en fais partie du conseil, je vous rappelle. Mais c'est pas pour autant que ça me plaît. » Malgré ces jérémiades, le responsable de la capitainerie leur fournit 3 armures Exo 1, d'imposants exosquelettes étanches et blindés, armés de lance-harpons lourds sur le bras droit et d'une dague moléculaire à la ceinture. Rien de bien neuf, rien de bien extraordinaire, mais de la bonne machine qui fait le boulot. Ils descendirent sur les docks, qui s'étalaient sur près de 200 mètres de large. Il y avait 4 quais pouvant accueillir des navires de petite taille et un plus grand sur lequel pouvait s'arrimer une frégate. Cerise sur le gâteau, la station étant pressurisée, le niveau de l'eau était contrôlé et les navires venaient accoster sur des pontons métalliques, sas à l'air libre, ce qui facilitait le débarquement. Dès qu'ils furent en bas, Morgan s'agenouilla devant la première armure et entreprit de la vérifier. Quelques minutes plus tard, elle passait à la suivante. Elle vérifia les 3 avant de décréter qu'elles étaient prêtes pour une sortie. « Allez, en selle tout le monde !» s'exclama-t-elle en actionnant les mécanismes d'ouverture. Les plaques dorsales des 3 engins s'écartèrent pour dévoiler une ouverture qui permettait de se glisser à l'intérieur. Ozinsef prit un médicament de sa fabrication pour ne pas être dérangé par les douleurs qui l'assaillaient de partout. Ce n'était pas une expérience à renouveler trop souvent, mais il savait ce qu'il faisait. Ils entrèrent, refermèrent et lancèrent les checklists. Sur l'affichage de leur visière, les 3 amis virent s'afficher des séries de points verts, accompagnés de quelques inévitables points orange, avant que les armures ne se décrètent prêtes à la plongée. D'une démarche lourde et puissante, leurs larges pieds métalliques claquant sur les grilles renforcées des docks, les 3 imposantes silhouettes se dirigèrent vers le mont de charge qui permettait de descendre dans l'océan. À l'air libre, les armures n'étaient ni très agiles, ni très pratiques, mais une fois dans l'eau, c'était une toute autre affaire. Elles pouvaient marcher sur le sol sablonneux ou se déplacer sur propulseurs, devenant de véritables petits navires à forme humaine, fusant dans l'eau en laissant une traînée de bulles de cavitation derrière elles. Ils restèrent à pied, Ozinsef n'étant pas très à l'aise à piloter l'une de ces lourdes carcasses. Il n'avait pas à aller très loin pour rejoindre le module d'habitation et devait de toute façon rester attentif aux divers indices. Moins il soulèverait de vase et de sable, et plus il pourrait rester en visuel, ce qui était beaucoup plus pratique que le sonar pour inspecter une station. Avec une lenteur presque gracieuse, les 3 armures avançaient, leurs lampes braquées devant elles, dessinant des cônes de lumière rapidement absorbés par la turbidité de l'eau. Le silence et l'impression de solitude frappaient fort après l'animation et la promiscuité de la station. Chacun dans son cercueil de métal, les 3 amis se sentaient plus isolés que jamais. Une angoisse sourde montait en eux, plus forte que d'habitude, mais ils mirent cette sensation sur le dos des événements de la veille et sur l'étrangeté de la situation. Ils n'échangèrent pas un mot sur le chemin, comme s'ils rechignaient à rompre le silence, uniquement rempli par les bruits de leur respiration et ceux rapportés par le sonar. Une fois atteint le module d'habitation attaqué la veille, ils se mirent en quête d'indices, en essayant de ne pas déranger les plongeurs des services techniques qui amenaient du matériel et s'apprêtaient à remplacer certaines plaques de plastacier trop abîmées pour être réparées. « Là !»
fit la voix de Carlac dans la radio, brisant le silence d'une manière presque douloureuse. Ses amis la rejoignirent et examinèrent ce qu'elle avait vu. Des séries de traces rondes, alignées sur des bandes d'1 mètre de large, qui faisaient comme des stries le long du module. Elles étaient difficiles à repérer, car la plupart des éclairages extérieurs étaient en panne, ne servant que trop peu souvent pour être entretenus correctement. L'obscurité était totale, en dehors des cônes de lumière blanche et crue des armures qui se perdaient rapidement, comme absorbées par une ombre maléfique. Tant bien que mal, ils suivirent ces marques et constatèrent qu'elles convergeaient toutes dans la même direction. En suivant cette ligne imaginaire, Morgan repéra des algues cassées, des cailloux retournés, une piste ténue mais bien réelle qui menait au pied de la falaise qui bordait perdition. Brusquement, un ping sonore, métallique, retentit dans l'eau. Ozintsev venait de déclencher son sonar actif, lançant une onde puissante qui se réverbérait sur les objets et permettait à l'analyseur de l'armure d'obtenir une image bien plus précise qu'en se contentant d'écouter. Bien entendu, si un ennemi se trouvait dans les environs, cela dessinait aussi une cible immanquable sur l'émetteur de ce bruit. Malgré la précision du sonar actif, le médecin polarien ne détecta rien d'autre que quelques bancs de poissons et un gros thon qui se cachait entre les rochers. « Non mais ça va pas! Prévenez la prochaine fois qu'on n'ait pas à chercher l'origine du ping !» cria la voix colérique de Gother dans la radio. Après de vagues excuses, ils continuèrent de remonter la piste. C'était dur. Chaque pas soulevait du sable et de la vase, rendant la zone encore plus difficile à fouiller. Ils finirent par arriver à la falaise, un mur de pierre montant au-dessus d'eux, progressivement, jusqu'à la surface balayée par les tempêtes d'énergie et les pluies acides. La piste s'arrêtait là, brusquement. Ils montèrent sur quelques dizaines de mètres, se déplacèrent vers la droite, vers la gauche, en sondant la muraille de leurs lampes. Ils finirent par trouver une demi-douzaine de trous d'une quinzaine de centimètres de rayon, reliés par des fissures. La falaise avait bougé récemment. Des cailloux étaient tombés au sol et des anfractuosités étaient apparues. Aucun des trois amis n'avait envie de s'approcher pour regarder l'intérieur. Un long débat occupa les fréquences radio pendant quelques minutes avant qu'Ozintsev ne se dévoue et s'approche du mur. Il plongea le faisceau de sa lampe dans l'une des ouvertures, regardant avec méfiance au fond, s'attendant à voir jaillir une créature plus ou moins cauchemardesque. Une migraine lancinante avait commencé à lui marteler les tempes lorsqu'il s'était approché de la montagne et elle ne faisait qu'empirer. L'angoisse lui serrait les tripes et rendait sa respiration difficile, hachée. Sa réaction était disproportionnée, il en avait bien conscience mais il n'y pouvait rien. Ses deux amis étaient dans le même cas, tenaillés par une peur sourde qui semblait naître à l'intérieur des armures, dans le silence et l'obscurité. « Rien ?» finit-il par dire, un peu soulagé. « Rien du tout là-dedans. Mais c'est récent, c'est comme si quelque chose était sorti par là. » Ne trouvant rien d'autre, frustrés, ils longèrent la montagne sur quelques centaines de mètres, scrutant le moindre signe de changement récent. Une bonne heure s'écoula sans qu'ils ne trouvent rien. « On commence à être loin, on devrait peut-être rentrer ?» finit par demander Morgan que la peur rendait malade. À peine sa phrase terminée, que l'entrée d'une grotte se dessina dans la lumière des armures, une ouverture noire, comme une gueule béante prête à les engloutir. Bon, maintenant qu'on est là, dit Carlac alors que les trois armures s'étaient alignées devant l'entrée, leurs regards rivés sur l'ouverture obscure qui pouvait abriter n'importe quel monstre sous-marin. Ils prirent quelques instants pour vérifier leur armement, qui paraissait soudainement très limité. Le passage qui s'enfonçait sous la montagne était assez large, mais pas assez pour laisser passer deux armures de front. Ils durent entrer en file indienne, flottant une vingtaine de centimètres au-dessus du sol trop irrégulier pour qu'ils continuent de marcher. Les propulseurs soulevaient d'épaisses volutes de saletés diverses, qui rendaient la vision directe encore moins efficace qu'à l'extérieur. Ils plissaient les yeux pour essayer de distinguer où ils avançaient, mais il n'y avait plus guère que les sonars pour les guider. De sobres affichages verts et noirs dessinaient un passage tortueux qui se séparait en deux. « Droite ou gauche ?» demanda Carlac qui ouvrait la marche. « Droite », répondit Roman Ozintsev après quelques secondes passées à observer les parois, en collant presque la visière de son armure à la roche. Il y a l'air d'avoir eu plus de passages. Prudemment, s'attendant chaque seconde à se faire attaquer par un monstre ignoble, ils avancèrent dans le tunnel de droite. Leur nervosité, déjà presque intolérable, n'allait qu'en augmentant, et l'intérieur des armures sentait la sueur froide et acide qui coulait le long de leur colonne vertébrale. Au bout de quelques dizaines de mètres dans l'eau trouble,
ils virent sur le côté du passage une poche d'air dans laquelle s'était réfugié un homme. Il n'en restait qu'un squelette engoncé dans des fragments d'armure de plongée, recouverte d'algues et de poussière. Visiblement, cela faisait plusieurs décennies que ce pauvre type était mort, là, tout seul, à cause d'un trou dans le blindage de sa jambe. Il avait dû réussir à se traîner jusque dans cette poche où il avait attendu des secours jusqu'à ce que la soif, ou peut-être sa blessure, ait raison de lui. Les nerfs à fleur de peau, Karlach, Ozinsef et Morgan frémirent à l'idée de cette mort longue et solitaire. Étant donné l'âge du cadavre, il n'avait probablement rien à voir avec les événements qui frappaient perdition. Ils se remirent donc en route. Cette fois, ils n'eurent pas l'occasion d'aller bien loin, avant qu'une forme indistincte ne se jette sur Morgan, qui poussa un hurlement de panique. 2 murènes d'une taille impressionnante, au moins 2 mètres de long, s'étaient jetés sur eux. Ce n'étaient pas des adversaires de taille contre des exoens, même vieilles et mal armés, et Karlach vint à bout de la première murène d'un coup de couteau bien ajusté. La créature se fit couper en 2, son sang se mêlant au sable pour opacifier l'eau autour d'eux. Morgan n'aurait pas dû avoir plus de mal à se défaire de l'énorme poisson qui venait de lui sauter dessus, mais son armure, peut-être à cause du petit choc qu'elle venait de subir, s'éteignit aussi soudainement que totalement. La pauvre femme, à l'esprit déjà mis à rude épreuve, se retrouva dans le noir et dans l'incapacité totale de bouger. La seule chose qu'elle voyait, c'était la gueule déformée, remplie de crocs fins et pointus, qui donnaient de puissants coups de museau sur sa visière. Elle apercevait, horrifiée, cette tête immonde qui surgissait des ténèbres, frappait et disparaissait à nouveau pour armer son prochain coup. À chaque fois, le bruit de l'impact résonnait, faisait trembler son armure, et Morgan ne pouvait absolument rien faire pour l'en empêcher. La jeune femme, pourtant forte et volontaire en règle générale, hurlait à la mort dans son armure. Elle hurlait sa panique, elle hurlait son impuissance, elle hurlait car elle ne pouvait rien faire d'autre. Une chaleur subite mouilla son entrejambe, mais elle ne s'en rendit pas compte. La visière commençait à se fissurer juste sous ses yeux. Soudain, le tranchant d'une dague moléculaire fusa dans son champ de vision, et du sang noir jaillit dans l'eau, faisant disparaître le peu qu'elle pouvait encore voir. Le silence retomba dans son armure. Plus de chocs sourds, plus de gueule terrifiante apparaissant à quelques centimètres de son visage, juste l'obscurité la plus totale et un cercueil d'acier à 600 mètres sous la surface de l'océan Atlantique. Après une poignée de secondes, quelque chose lui toucha le dos, provoquant des raclements sinistres. Elle poussa un petit cri plaintif entre 2 inspirations lourdes et paniquées. La lumière revint, l'affichage de son armure se relança, son sonar afficha à nouveau la configuration de la grotte, et sa radio se remit à fonctionner. « Ça devrait marcher. Le réacteur s'était déconnecté, elle devrait récupérer l'énergie », faisait la voix d'Ozinsef. « Heureusement qu'elle a vérifié les armures avant de partir », ricana Karlach entre amusement et tension nerveuse. Avec soulagement, Morgan souleva le bras et fit un pas en avant, juste pour vérifier que tout marchait. « Eh bon, je vous entends, merci. Je suppose, » murmura-t-elle encore essoufflée. Après quelques minutes pour se remettre de leurs émotions, minutes qu'Ozinsef mit à profit pour massacrer quelques jeunes murènes réfugiés dans un nid, probablement la raison de l'agressivité des parents, ils reprirent leur exploration. Bien évidemment, loi de Murphy oblige, ils ne trouvèrent que des cul-de-sac et durent faire demi-tour pour retourner au premier embranchement, prenant à gauche cette fois-ci. Le passage en question les mena directement à une sorte de plage dans une grande grotte, emplie d'une poche d'air. Ils sortaient de l'eau avec leurs encombrantes armures, marchant sur des cailloux qui explosaient sous les pieds d'acier, lorsque Karlach demanda « Vous croyez que l'air est respirable ?»« Oui, » répondit Ozinsef aussitôt, si personne ne l'a empoisonné, bien sûr. L'oxygène présent dans l'eau diffuse dans l'atmosphère, équilibrant les niveaux de concentration, comme entre l'air et le sang dans vos poumons. « Ok, si tu le dis. » Malgré l'assurance du scientifique, ils notèrent pas leurs exoins avant d'avoir exploré autour d'eux. L'humidité rendait les surfaces poisseuses et glissantes. Le plafond était si haut que les lampes peinaient à l'éclairer, et le diamètre de la grotte était impressionnant. Seuls les plics-plocs des gouttes de condensation qui tombaient comme une lente et lourde pluie dérangeaient un silence de catacombe. Près de l'eau, gisait du matériel de pêche cassé et l'épave d'un scooter des mers volontairement réduit en charpie. Quelqu'un s'était acharné dessus avec un objet contondant, une masse ou un marteau, avant d'arracher les plaques de protection et de les jeter dans tous les sens. Il était certain qu'il ne prendrait plus jamais la mer et qu'il ne permettrait plus à personne de s'échapper de cette grotte. Un peu plus loin,
Une grande tente militaire, siglée du symbole de l'hégémonie, semblait presque en bon état. Ils s'en approchèrent prudemment. Les bruits sourds et les grincements que produisaient les armures semblaient déranger un calme surnaturel, et chacun regardait à droite et à gauche, comme s'il craignait de voir surgir un fantôme réveillé par leur présence. Impossible d'entrer avec leurs imposantes armures sans tout démolir. Carlac se décida donc à sortir de la sienne. L'arrière s'ouvrit dans un grincement sinistre dont l'écho retentit longtemps dans l'atmosphère humide de la grotte. L'odeur fétide fut la première chose qui frappa la jeune femme. Un mélange de pourriture, d'eau stagnante et d'excréments. Étant donné que Morgan n'avait pas encore ouvert sa propre armure, on ne pouvait l'accuser de cette dernière nuisance. Carlac plissa le nez et ouvrit le rabat de la longue tente de campagne. Ce fut encore pire, et ce qui s'étalait sous ses yeux n'était pas beaucoup mieux. Quelqu'un avait réduit en miettes tout ce qui pouvait l'être et jeté aux quatre vents les restes de ses repas et ses déchets corporels. Le tout se mélangeait avec les débris du matériel qui avait un jour constitué un campement. « Ben merde !» murmura-t-elle entre ses dents, avant de s'avancer en faisant attention à ne pas poser les pieds dans les dépouilles de poissons pourrissants ou dans les déjections, humaines probablement, qui maculaient le sol et les murs. Il y avait des morceaux de meubles, de lits, d'ordinateurs, de couverts. Rien n'avait été laissé intact, excepté une caisse posée dans un coin de la tente. Carlac s'approcha et l'ouvrit doucement. Elle n'eut pas le temps de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. À peine le couvercle avait-il commencé à s'ouvrir qu'une larve immonde et gluante se glissa hors de sa cachette et lui sauta à la gorge. Elle eut juste le temps de bondir en arrière, et l'atroce créature planta sa bouche ronde, garnie de crocs fins et longs, dans le haut de sa poitrine et non dans sa carotide. Carlac recula en poussant un cri. Elle sortit de la tente, titubant, en essayant de retenir la larve qui grimpait vers sa gorge. Ses mains glissaient sur la glaire répugnante que suintait la peau de cette créature et elle n'arrivait à rien. Morgan se précipita vers elle, couteau à la main, et entreprit de découper la créature sans toucher son amie. D'un mouvement leste et fluide, elle ouvrit la larve en deux, répandant un sang jaunâtre et poisseux qui se mêla à celui de Carlac. « Saloperie !» cria la mutante en jetant le cadavre à l'eau. « Et encore, » lui dit Ozinsef de son habituel ton blasé, elle était à moitié morte de faim. Une larve assassin comme celle-ci vit en parasite sur d'énormes monstres à la surface. Elle coûte un sacré paquet de pognon. Morgan jeta un coup d'œil plein de regret sur l'eau dans laquelle flottait le cadavre. Mais celle-ci devait être enfermée dans ce coffre depuis un bon bout de temps, et son propriétaire ne devait pas s'en occuper, continuait le scientifique. Si elle n'avait pas été en aussi piètre état, tu serais morte, sans même avoir eu le temps de sortir de la tente, Carlac. C'est bien ce que je disais, saloperie, grogna-t-elle. Dans le coffre, il n'y avait plus d'autres surprises de ce genre. Ils trouvèrent un journal sur une tablette encore en état de fonctionner. C'était la seule chose qui n'avait pas été détruite. Ozinsef commença à lire pendant que les deux jeunes femmes exploraient le reste de la grotte. Ça commençait par les jérémiades d'un certain Lénis Ker 327, hégémonien né à Kéris donc, 257e lot du 3e centre de repeuplement, qui se plaignait que ses employeurs étaient trop timorés, ne savaient pas reconnaître son génie et le bridaient dans ses recherches. Sachant qu'il travaillait pour la société Cortex, c'était déjà inquiétant. Cortex était une société spécialisée dans la recherche biomédicale, et s'il y avait bien un qualificatif qu'elle ne méritait pas, c'était timoré. Roman Ozinsef sauta encore quelques pages, longues et inintéressantes, jusqu'à ce que Lénis s'enfuit avec ses travaux pour se réfugier dans une grotte près d'une station minable où personne ne le retrouverait. Là, les pages commençaient à se faire moins cohérentes et plus chaotiques. Le journal ne contenait aucune donnée véritablement technique, mais on y comprenait bien que le chercheur voulait mettre au monde une créature capable de pouvoirs psychiques d'une puissance inégalée dans l'armement biologique. Pendant que Morgan et Carlac continuaient leur exploration, le scientifique poursuivait une lecture de plus en plus incompréhensible. D'après ce qu'il arrivait à saisir au milieu des délires qui viraient au mystique, Lénis avait réussi à créer une chimère, à partir d'ADN de pieuvre kraken, de ternacette et d'une matière dont il ne précisait pas la nature. Un sacré cocktail dont Ozinsef ne parvenait pas à imaginer le résultat. Il aurait fallu savoir ce que c'était cette matière, et aussi quelles étaient les véritables caractéristiques des monstres légendaires qu'étaient les ternacètes. Ils n'étaient même pas censés faire partie du règne animal. Mais à ce stade, le journal n'était plus vraiment compréhensible. Lénis divaguait sur des pages et des pages en parlant de l'innommable, nom qu'il avait donné à sa création avec une ironie qu'il n'avait probablement pas remarquée. Il en parlait comme d'une véritable divinité, lui vouant un culte malsain, déviant, laissant penser que le créateur était devenu la créature et la créature le maître.
À la fin, alors qu'il lisait en biais de longs paragraphes qui n'avaient plus aucun sens, Ozintsev remarqua que ce n'était plus Lénis qui narrait son histoire, c'était l'innommable qui s'exprimait à travers lui. Un groupe de mots lui sauta au visage. Dans un long fragment de texte sans aucune ponctuation, celui qui avait écrit s'interrogeait sur la présence de l'animal d'acier sur son territoire. Soudain, une explosion le tira du journal de Lénis. Morgan venait de marcher sur une mine. Le scientifique leva la tête et, n'entendant pas de hurlement de douleur, en déduit que l'armure avait dû protéger son ami. Il reprit sa lecture. Morgan sortit de son exo-1 en pestant, ajoutant sa propre odeur à celle de la tente, et entreprit de vérifier l'intégralité de la jambe touchée par l'explosion. Une petite fissure, peu large mais très nette, courait le long d'une plaque de blindage. L'armure n'était plus étanche, elle se remplirait d'eau dès qu'elle plongerait à nouveau. La question était, à quelle vitesse se remplirait-elle ? La pression dans l'armure et dans l'eau était la même, c'était déjà ça, mais il y avait 20 bonnes minutes de nage, en utilisant les propulseurs, pour rejoindre la station. « Hé, j'ai trouvé un passage secret !» s'exclama soudain Carlac, qui tâtait l'un des murs de la grotte, non loin de la mine. Elle appuya sur l'interrupteur dissimulé, et une porte sur laquelle était collée de la pierre et des algues s'ouvrit devant elle. Les trois amis étaient dans un état psychologique lamentable. Ozintsev, totalement dépressif, était secoué par sa lecture, comme obnubilé à son tour par cet innommable. Morgan paniquait à l'idée de son armure abîmée, et Carlac sentait une présence prête à lui sauter à la gorge. La détresse, la paranoïa et la peur dominaient toutes leurs pensées. Devant la mutante à la peau rouge se trouvait un véritable laboratoire. Il n'avait pas été épargné par la vague destructrice qui avait déferlé sur la grotte, mais sa présence n'en restait pas moins incongrue. Des ordinateurs étaient fracassés sur un côté de la pièce, de grands récipients cylindriques en verre, dont une bonne moitié avait été explosée au sol, contenaient des cadavres de créatures difformes conservées dans le formol. Carlac, laissant ses amis derrière elle, fit quelques pas tremblants dans ce laboratoire éclairé uniquement par sa lampe, le faisceau de lumière capturant les détails les uns après les autres. Il repéra un ordinateur en meilleur état que le reste, dont le stockage des données était peut-être encore utilisable. Elle le ramassa. En se penchant, elle aperçut un corps étendu par terre un peu plus loin, un corps nu, d'une maigreur maladive et d'une saleté repoussante, à la barbe et aux cheveux longs et ébouriffés, collés par de la matière fécale. Son nez et ses oreilles avaient saigné, et ses yeux étaient encore ouverts, exorbités, une grimace de peur primale gravée sur son visage par la rigidité cadavérique. Un bruit sourd retentit, et Carlac leva sa torche. Au fond du laboratoire, une porte énorme et métallique couvrait presque tout un mur. Un autre coup la fit vibrer violemment, agitant la poussière qui brilla dans le faisceau de lumière. C'en fut trop. La peur prit le dessus, et la mutante bondit vers la sortie. Elle rentra dans son armure le plus rapidement possible, et Morgan n'hésita qu'un instant avant de faire de même. Ozintsev, dont l'air blasé était contrebalancé par la terreur qui se lisait dans ses yeux, les suivit aussitôt. Ils se précipitèrent vers l'eau, plongeant pour fuir cet endroit de cauchemar, en espérant que l'armure abîmée tiendrait jusqu'à la station et que leur ami ne se noierait pas sur le chemin.